Yorana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service pour parler des écrans omniprésents dans notre quotidien, hein, télévision, tablette, ordinateur ou tout simplement téléphone. Tout le monde est confronté aux écrans et nos enfants ne font pas exception. Selon l'INSEE, plus d'un enfant sur trois commence à utiliser des écrans à partir de 2 ans. Pour nous détailler ce sujet de l'impact des écrans sur les enfants, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Ateni-Penny, orthophoniste de la direction de la santé Yorana. Yorana. Martha Balzani, médecin de la direction de la santé. Rana. Et enfin, Heer Iwong, neuropsychologue. Yorana. On va commencer avec Sandrine pour savoir à partir de quel âge un enfant peut avoir accès à un écran. Alors plongeons tout de suite le plus tard possible, le plus tard possible, hein. Voilà, parce que les écrans sont partout. Si à la maison, dans votre petite bulle, c'était le seul espace où il y aurait zéro écran, ce serait tellement chouette. Parce que les écrans sont partout. Mais Donc, soyons, le plus tard possible. justement, soyons pragmatiques, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a la télévision, il y a les tablettes, il y a les téléphones portables aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour que justement les enfants ne soient pas directement accrochés à ces écrans-là? Alors, je dirais que l'écran, c'est une chose, mais c'est surtout le temps passé sur l'écran, hein. Ici, il n'est pas question du 5 minutes qu'on passe sur le Zoom ou sur le MP avec Tati ou grand-mère de l'autre côté, où là, j'ai un adulte à côté de moi. Voilà, on ne parle pas de ce temps d'écran, ni du dessin animé que je regarde avec papa et maman, ni du 5 minutes où maman, là, elle est occupée. Voilà, c'est vraiment le temps d'exposition où l'enfant est seul face à cet écran qui fait écran, à l'interaction entre l'adulte et l'enfant. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu viens de dire, c'est non seulement le temps, mais aussi l'utilisation. C'est-à-dire que s'il y a une véritable utilité, ça peut passer. Tout dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Tout à fait. Parce que, ce qui se passe, c'est que le parent, malgré lui, donne l'écran, hein, parce que ça fait plaisir à l'enfant, ça lui permet de se calmer, ça lui permet même de s'endormir. L'enfant ne peut plus manger sans son Sans écran. écran, oui. Donc voilà, comment on pourrait arriver à faire que l'enfant, du coup, est-ce qu'il pourrait arriver à gérer ses frustrations tout seul, sans son écran? C'est là qu'est la question aussi. Et Harry, l'exposition précoce aux enfants, ça peut affecter le développement psychologique des enfants, justement. Ça peut affecter tout le développement en fait psychologique, cognitif, moteur, postural. Oui, parce que la durée d'écran va, Sandrine l'a bien dit, va couper les liens avec le réel en fait. Le problème c'est que le cerveau il a besoin de stimulation pour se développer, pour construire les relations à l'autre, connaître les émotions sur le visage de mes parents, être empathique, etc. Tout passe par l'interaction sociale et par son environnement. Et le problème c'est que les écrans coupent un peu ce contact-là au réel et donc oui, va apparaître plusieurs types de retards, oui, que ce soit psychologique, physique ou cognitif. La prochaine question, c'était censé être des dégâts sur le fonctionnement du cerveau, mais en fait, tu l'as résumé. Ce n'est pas uniquement dans la manière de percevoir les choses, mais ça peut être émotionnel, sur le sommeil, ça peut être aussi sur le comportement. C'est une vision globale, je pense, qu'il faut avoir par rapport à cette exposition. Si on reste sur les aspects cognitifs, on s'aperçoit que très rapidement, une exposition aux écrans qui n'est pas très longue, hein, les enfants de moins de 5 ans, par exemple, plus d'une heure d'écran par jour, c'est 7% de risque de développer des troubles comme le TDAH. Alors on appelle ça un TDAH-like. Ça ressemble aux symptômes du TDAH. C'est pas la maladie le TDAH, mais en soi des difficultés attentionnelles, des difficultés à gérer ses comportements, ses impulsivités, ses émotions, etc. Rappelle-nous ce que c'est le TDAH pour ceux et celles qui ne connaissent pas. À la base, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est une pathologie du développement cérébral, mais l'exposition aux écrans chez les jeunes enfants va mimer certains symptômes de ce TDAH. L'avantage, c'est que quand on retire les écrans, tout a tendance à se normaliser, contrairement à la pathologie en soi. Martha, un peu moins connu, il y a aussi des conséquences sur la santé physique. Alors, il y en a quand même qui sont bien connus, hein. La première, à part les problèmes au niveau du langage, dont Yari et Sandrine ont déjà parlé, c'est quand même la sédentarité. C'est-à-dire, plus vous êtes sur un écran, plus vous ne bougez pas. Donc, si vous ne bougez pas, vous aurez tendance à bouger moins
et forcément à prendre du poids. Donc, indirectement, c'est quand même une cause d'obésité. Hein, il ne faut pas l'oublier, ça a été quand même démontré par l'OMS. Et aussi, plus vous êtes sur un écran, et plus vous aurez aussi tendance donc, à grignoter et à manger des choses qui ne sont pas forcément saines, parce que ce que vous voyez, la publicité sur la télé ou les écrans, c'est souvent des choses pas très saines. Donc forcément, ça a un impact important sur l'obésité. Après aussi sur la santé mentale, et ça c'est surtout chez l'adolescent aujourd'hui, hein, tous les problèmes de cyberharcèlement et des choses comme ça. Et voilà, les difficultés de langage, les difficultés d'interaction sociale et tout ça, forcément, ça a un impact aussi sur les physiques. Je vais du côté de Sandrine pour pouvoir parler de l'impact sur le langage. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, malheureusement, hein, c'est au centre, hein, c'est CSS, c'est notre quotidien depuis quelques années. Nous voyons de plus en plus de jeunes enfants avec peu ou pas de langage. Donc, je rebondis un petit peu avec ce que Heyar dit, avec des signes qui pourraient nous faire penser voilà, à l'autisme, puisque voilà, il y a des moins d'intérêt pour l'autre, ou alors des signes qui font penser aux troubles développementaux du langage. Il y a des liens, hein, je ne dis pas que c'est la cause, mais il y a des liens entre cette surexposition au langage et les enfants qui nous arrivent sans langage. Sans langage. Plus d'écran veut dire forcément que certains parents vont vouloir laisser leur enfant plus souvent devant les écrans. Est-ce que dans ce cas-là, il y a, Martha, une augmentation des consultations liées justement à toutes ces difficultés qu'on vient de citer? Oui, nous, on le voit tous les jours, hein, une augmentation des consultations, que ce soit Nico pour un retard de langage ou des difficultés dans les relations aussi chez les enfants. Donc après, c'est en notre quotidien aussi d'essayer de sensibiliser les parents, mais on ne peut pas se mettre à la place des parents aussi. Donc on va sensibiliser, on va en parler, mais après c'est à eux aussi de faire un peu le travail à la maison et de donner l'exemple à ces enfants eux-mêmes. Voilà, ça c'est important aussi. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer que, attention, telle situation peut être dangereuse pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir trop d'écran? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer? Déjà, un enfant qui à 3 ans ne parle pas, c'est très inquiétant. Oui, on en parlait avant, oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut amener à consulter, à se poser un certain nombre de questions. Et pareil aussi, si il joue pas avec les autres enfants ou il a tendance à s'isoler ou même à pas jouer des fois. Hein, tu as des enfants qui à 3 ans ne savent pas jouer. Ou il y en a certains, attention, qui parlent par mots qu'ils ont vus à la télé ou dans des jeux vidéo, hein, qui vont parler anglais, mais ce n'est pas parler anglais. Votre enfant qui répète des mots en anglais, c'est juste un mimétisme de ce qu'il a vu sur un écran, il va le répéter, mais ce n'est pas pour autant qu'il va parler anglais, votre enfant. Si vous vous interagissez pas avec lui, pas forcément parler une autre langue. Donc, tu en as aussi qui parlent du japonais, du chinois, parce qu'ils l'ont vu sur un écran. Quoi. Un des cas un peu moins glorieux, parce que autant le japonais, le chinois, l'anglais, ça peut peut-être être utile par la suite, mais même si ça reste du mimétisme. Mais un cas un peu moins glorieux, c'est des enfants que j'ai pu moi-même observer qui imitaient les lapins crétins et qui ne parlaient pas, qui faisaient juste... Ouais. Ça, c'est un exemple On en a concret. aussi, effectivement. On en a hein, des enfants comme ça. Ouais, on en voit, malheureusement, oui. Comment est-ce qu'on peut, Sandrine, éviter ce genre de choses? On le disait tout à l'heure, l'utilisation est essentielle. Donc, si on laisse un enfant devant un écran, on évite de le laisser devant ce genre de programme? C'est sûr que là, je fais appel au bon sens. C'est du bon sens, hein, des familles. Essayer de restaurer la place du père et de la mère au sein de sa cellule familiale. Chez nous, nous avons des outils où je montre un cercle et le cadran qui marque notre part, qui est très faible, hein, très petite dans l'environnement du gamin, donc la place du thérapeute du langage, du médecin, de l'école. Et tout le reste, c'est la famille. Donc, voilà, prenez votre place. Donc, c'est sûr, quand on les accueille au centre, on évalue l'enfant, ils sont là, ils voient les résultats, ils voient leur enfant qui a 5 ans et qui a un niveau de langage mais de 2 ans,
Donc, ils avancent avec nous au cours de l'évaluation et puis après, on les accompagne, on fixe avec eux des objectifs, des petits. Moi, je suis pour la prise en charge intensive. Donc, je les revois 2, 3 fois par semaine pour les accompagner. Et souvent, les mamans qui plongent avec nous, moi, je prône le sevrage. Hein, donc, elles voient, donc il faut avoir l'adhésion de toute la famille, des grands-parents. Ils nous disent, hein, mon enfant me regarde. Mon enfant regarde l'environnement, sort, va dans le jardin, joue. Grâce à ce sevrage. Parce qu'il prend contact avec l'autre, hein, donc en essayant de réduire les écrans. Oui, alors Sandrine, j'ai pas d'enfants, mais je vois des amis qui en ont. Et c'est parfois compliqué de leur dire non. On va pas sortir le balegno. Hein, essayons de communiquer non violemment avec nos enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour leur dire non? Alors, plus on attend, hein, et plus ce sera compliqué. Donc, je pense que c'est ce genre d'émission, vraiment, c'est que là, hein, les recommandations, c'est pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran avant 3 ans. Mais on voit bien que là, il y a une étude en France qui montre que c'est seulement, 10% des parents. Donc, on n'est pas dupes, hein, 10% des familles qui essayent de suivre cette recommandation. Mais voilà, je vais dire, ce qu'on voit tous les jours à la roulotte, c'est du one-to-one, hein. Tout le monde a un écran, même si c'est un moment où on passe ensemble, on mange chacun avec sa tablette. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça interpelle quelque part? Voilà, à chacun de faire sa part. Nous, dans nos couloirs, dans notre salle d'attente, je vois des poussettes, hein, avec la tablette posée sur le bébé, où je vois aussi, donc là, aucun jugement, mais c'est juste des constats. Hein. La maman qui donne le sein, si elle regardait un peu son enfant, hein, si elle, je demande juste une petite partager le moment. À ce moment-là. Mais malheureusement, je crois que le parent il est carrément embarqué dans ce... Voilà. Hein, et donc, elle donne le sein, mais elle est là. Et on voit des petits qui nous attendent, mais qui quêtent, qui mendient le regard de leurs parents, quoi. Donc, mais voilà, moi, notre réalité, hein. Et Yari, alors on parle de l'impact des écrans. Ce n'est pas forcément que négatif, on est d'accord? On est d'accord, oui. On est entouré d'écrans tous les jours et l'écran, on voit là l'émergence de l'intelligence artificielle, etc. Il faut savoir l'utiliser en fait. C'est un outil. C'est un outil, il ne faut pas que ce soit l'écran qui nous utilise en soi. Quand on a une activité active sur le plan cognitif face à un écran, forcément, il y a des jeux interactifs, des jeux collaboratifs avec, je vois les adolescents, ils parlent de jeux collaboratifs, etc., où on raisonne, etc. Oui, ça développe certaines capacités cérébrales, mais comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je pense que c'est un équilibre à trouver entre la durée, mais également qu'est-ce qu'on en fait. Et pour les jeunes enfants, oui, les jeunes enfants, on ne les laisse pas sans la supervision d'un parent, en fait, tout simplement. On utilise l'écran avec un objectif et la supervision des parents à côté. Mais l'objectif ne doit pas, je suppose, être tiens, occupe-toi et puis moi je fais la cuisine par exemple. Non, tu sais, pour apprendre, j'aime bien, j'ai vu une citation, on disait un enfant pour apprendre à parler, c'est comme apprendre à danser. Il faut un partenaire. On n'apprend pas à danser avec un tutoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, pour développer, ça parle du langage, mais ça parle de tout notre fonctionnement pour développer et accompagner le développement de l'enfant. Il faut des interactions sociales, il faut un parent, il faut une réalité que l'écran ne peut pas nous donner forcément. Bon, peut-être que certains parents qui sont derrière leurs écrans doivent se dire peut-être que je donne un peu trop l'écran à mon enfant. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer que, attention, il y a peut-être une petite dépendance de la part de l'enfant? Il va y avoir tous les retards de développement, on a évoqué langage, concentration, etc. Et puis il y a, si j'interdis l'écran, qu'est-ce qui se passe? Le caca nerveux. Oui. Gestion de la frustration, gestion de la colère, etc. Quand l'enfant il a tendance à privilégier l'écran au détriment d'activités extérieures, le sport, etc. Là, c'est un signe. S'il a tendance à s'isoler, s'il préfère être en contact avec ses amis via un jeu sur sa PlayStation que d'aller les voir réellement au PK18, là, il faut commencer à se poser des questions. Ouais. Donc, ça a un véritable impact sur les émotions. On en parlera juste après. Sandrine, on a des petites techniques, justement, pour éviter que les écrans puissent avoir un impact sur les enfants. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du 3-6-9-12?
Alors oui, déjà, comme disait Sandrine déjà et Harry, ce qui est important, c'est aussi le contexte. C'est pas que le temps, mais c'est aussi le contexte qu'on donne aux écrans et le temps qu'on passe avec nos enfants devant les écrans. Après, oui, c'est assez facile, le 3, 6, 9, 12 au final. Ce qui a été préconisé, c'est pas d'écran avant 3 ans, ça c'est sûr. Après, à partir de 6 ans, c'est toujours avec un accompagnant. Pas d'Internet avant 9 ans. Et puis pas des réseaux sociaux avant 12 ans, en sachant que je trouve que ça commence à faire un peu juste, parce que par rapport aux réseaux sociaux, en Australie, par exemple, là, on vient de passer à 16 ans comme limite d'âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. En métropole et en Polynésie, c'est 13 ans. Mais attention, c'est quand même très tôt, 13 ans. Et ça, je veux que les parents ils entendent ça. TikTok, c'est un réseau social. Et il est interdit avant 13 ans. Mais pourtant, il y a des réglementations sur les dits réseaux sociaux, interdits au moins de 12 ans, de 13 ans. Bon, malheureusement, c'est pas très efficace puisqu'on voit que les enfants l'utilisent quand même. Tout à fait. Donc, il faut, je rejoins ce que disait Sandrine tout à l'heure, que en tant que parents, on puisse remettre notre place dans ce fonctionnement. Oui, il faut savoir ce que nos enfants regardent. Il faut qu'on qu'on les accompagne, qu'on en discute aussi avec eux. Justement, il ne faut pas non plus diaboliser l'écran parce que ça a quand même une certaine liberté, ça donne quand même une facilité pour apprendre plein de choses, ça c'est sûr, mais il faut les accompagner et savoir ce qu'ils font aussi sur les écrans. Savoir ce qu'il y a sur ton fil d'actualité sur TikTok, il faut aller voir. Parce qu'après, voilà, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours très adapté à l'âge de l'enfant. Donc moi, je prône vraiment 0 écran avant 3 ans et le plus tard possible, c'est mieux, effectivement. Alors, ce n'est que mon ressenti. J'ai l'impression jusqu'à 9 ans, les parents ont quand même une certaine forme d'autorité. Mais on le sait, hein, quand on devient adolescent, il y a la crise d'adolescence. Et c'est empiré, je suppose, vis-à-vis des émotions. Et ici, les écrans ont un impact dès le plus jeune âge. Carrément, alors c'est un mélange entre crise d'adolescence, addiction aux écrans, surtout si on a commencé très très tôt. Vous savez, les écrans, ils génèrent 2 fois plus de dopamine qu'une activité réelle. C'est-à-dire que notre cerveau prend 2 fois plus de plaisir quand il regarde un écran que lorsqu'il fait un puzzle. Alors c'est compliqué parce que quand on habitue notre cerveau à ça, arriver à l'école et qu'on me propose une activité de mathématiques, ça devient très chiant. Et oui, les termes, j'allais dire, c'est plus très attrayant. Exactement. Et du coup, c'est très, très compliqué parce que ça nous enferme dans cette quête de récompense immédiate chimique sur le plan cérébral avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. On a parlé là des émotions. Effectivement, chez nos adolescents, le harcèlement, la comparaison de l'autre par rapport à moi, l'estime de soi, etc., ça génère beaucoup de stress. Et le stress au quotidien, c'est des troubles cognitifs, c'est des difficultés à gérer ses émotions, c'est des troubles du sommeil, etc. Ah, troubles du sommeil, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors les écrans et le sommeil, on va parler potentiellement des 4 pas par rapport à l'écran, mais le sommeil, oui. On a beaucoup entendu parler de la lumière bleue des écrans qui vont retarder, diminuer la sécrétion de mélatonine, ce qui fait qu'on va avoir du mal à s'endormir. Puis il faut savoir que s'exposer aux écrans, les études montrent à peu près 30% en moins de sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est celui qui met en mémoire mes apprentissages. Ah oui, donc si je dors pas bien, je ne peux pas bien apprendre, je ne peux pas bien mémoriser. C'est un cercle vicieux et puis ça s'auto-entretient tout ça. Sandrine, Hayari vient de parler de la technique des 4 pas. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? Alors, moi, je dis toujours à mes familles quand je monte l'affiche que si on arrive à respecter les 4 pas, finalement, il n'y a plus beaucoup d'espace pour l'écran parce que c'est pas le matin avant d'aller à l'école, parce que le cerveau, je veux dire, voilà, parler simple aux parents, il faut qu'ils soient dégagés, libres, disponibles pour les apprentissages. Donc, si possible, pas le matin avant d'aller à l'école. Donc ça, c'est le premier pas, Le premier pas, pas dans la chambre. Logique, voilà. Pas dans la chambre. Logique, mais dans la réalité, malheureusement, donc il est dans la chambre. Et donc, pas dans la chambre, parce que le matin, je veux dire, les enseignants, nous aussi en séance, on a des enfants qui dorment. Parce qu'ils dorment, à 1h, 2h du matin. Oui, il n'y a pas de contrôle de l'écran. La fameuse lumière bleue te dit qu'il fait jour. Et donc, une des choses à faire, c'est déjà de l'éteindre peut-être 1 ou 2 heures avant d'aller au lit. Si on sait ça, pas avant le repas, et puis l'autre, pas pendant le repas, et l'autre pas.
et pas avant de dormir. Alors, il y a C'est ça. matin, manger, dormir et dans la chambre, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. Du coup, comment donner le bon exemple? Parce que, bon, soyons honnêtes, dans mon travail, je n'ai pas encore d'enfant, mais dans mon travail, il y a des écrans de partout. Il faut que je prépare les émissions. Je suis sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Il faut que j'appelle quelqu'un. C'est pas possible. Donc, comment est-ce que je peux montrer le bon exemple si j'ai un enfant? Non, mais j'avoue hein, que c'est un sacré défi. Moi aussi, hein, je me dis, mais quel parent j'aurais été si aujourd'hui j'étais maman d'un. J'avoue, c'est très, très difficile. Moi, ce que je leur dis tout simplement, c'est votre petit, il est toute la journée à l'école. Donc, vous avez toute la journée pour gérer. Quand il rentre, hein, il y a ce petit temps entre la douche, le goûter, rangez votre téléphone, les messages vont continuer à arriver. Et voilà, et c'est ce temps disponible à votre petit. Et quand il va au lit, ben, reprenez votre téléphone et retravaillez et recheckez ce que vous avez à faire. Mais voilà, est-ce que vous avez pu donner ces 3 heures de temps à votre petit qualitatif? Mhm. Voilà ce que je peux dire, parce que c'est vrai que c'est très, très difficile. Martha, vous travaillez aussi avec les écoles pour éviter, pour travailler, comment dire, en collaboration pour éviter que les écrans aient un impact chez les enfants, que ce soit avant d'aller à l'école, pendant l'école et au retour de l'école? Alors nous, on essaye de sensibiliser, hein, bien sûr, les écoles par rapport à l'impact qu'ont les écrans. Mhm. Et qu'effectivement, comme tu dis, on ne peut pas s'en empêcher, il y en a partout des écrans, comment faire? Déjà, si on pourrait interdire les écrans, tout écran en maternelle, comme a été préconisé par la commission qui s'est tenue l'année dernière en métropole mandatée par Macron. Si on pouvait interdire complètement les écrans, ça serait déjà bien et ça serait donner vraiment un bon exemple. Comme tu dis, il y en a partout d'écrans. Donc, forcément, à un moment dans la journée, ils vont être confrontés à ces écrans-là. Donc, au moins, en maternelle, on les préserve. Et après, il faut leur apprendre aussi à les utiliser et à les maîtriser. Il faut sensibiliser les élèves. Il faut que les enseignantes les sensibilisent. Alors, il y en a beaucoup qui font aussi aujourd'hui à la bonne utilisation des écrans, à quel moment pouvoir les utiliser. Et après, il y a un travail aussi. Hein, Sandrine, elle y va souvent au café parents pour sensibiliser aussi les parents. Mais il faut pouvoir après les mettre en pratique. Et ça, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Avant de parler justement de ce café parent qui fait partie des ressources qui sont à votre disposition pour pouvoir justement en parler, est-ce qu'on peut parler de la stigmatisation? On a déjà touché 2 mots rapidement, mais ne pas stigmatiser les parents dans l'utilisation de ces écrans, ne pas faire culpabiliser aussi, c'est important? Oui, ça c'est sûr que c'est important, mais comme encore une fois, on a dit, il faut donner le bon exemple aussi. Donc oui, on ne stigmatise pas les parents, mais c'est pour le bien de vos enfants et il faut leur montrer le bon exemple. Sandrine, du coup, ces cafés parents rapidement? Ah oui, ce sont des espaces de parole, d'échange qui sont extraordinaires, qui nous permettent, nous, déjà, de sortir de nos bureaux et d'aller au-devant des familles. Mhm. Donc, voilà, des échanges très riches et puis le partage de leur quotidien et voilà, à promouvoir plus. Donc, je sais que, voilà, beaucoup, plus que le CSS, hein, proposer le café parent avec des thématiques différentes et c'est toujours bien accueilli. Voilà. Notre émission n'est pas encore terminée, mais si jamais vous voulez vous renseigner sur ces cafés parents, ça se situe sur service-public.pf/DSP. On va pouvoir terminer cette émission en demandant à Hayari, il y a d'autres ressources qui sont à disposition. Est-ce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue? Est-ce qu'on peut trouver des tutos pour éviter d'utiliser les écrans? Non, j'espère pas. Mais alors oui, on peut trouver des tutos, mais oui, alors il existe des ressources partout dans le monde parce que c'est un fléau, hein, c'est une bataille contre justement cette quantité des écrans là par rapport aux jeunes enfants. En Polynésie, ça reste encore un peu limité. Je trouve, donc tant mieux, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire. On est dans de la sensibilisation. La problématique, c'est que de sensibiliser, c'est la première ligne. Le problème, c'est qu'il faut changer des habitudes et pour changer des habitudes, on le sait, c'est compliqué et pour ça, il faut être accompagné. Et donc, oui, je pense qu'on a encore un rôle à jouer dans sensibiliser, mais surtout proposer un accompagnement au long terme pour changer durablement ses habitudes. Voilà. Et donc, dans cette optique, Sandrine, avoir plus de moyens, je suppose, plus de prévention. Et moi, je suis sur l'humain. Je veux leur dire tout simplement, éteignez vos téléphones. Voilà, éteignez vos téléphones. Quand vous êtes avec vos enfants, rangez-les
ils sont pas là longtemps, j'ai envie de dire, dans la journée scolaire. Éteignez vos téléphones. Et ben voilà, on va pouvoir terminer sur ce petit défi que je vous propose. Le journal Levé à Tahiti, ça arrive bientôt, c'est à 18h. Alors éteignez vos téléphones, regardez votre journal et passez une excellente soirée. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Merci beaucoup, messieurs, Merci. mesdames, d'être venus sur notre plateau. Bonjour. Nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas que si vous voulez vous renseigner, ça se situe sur service-public.pf/DSP pour la direction de la santé publique. Il y a énormément de ressources que vous pourrez trouver sur ce sujet et bien d'autres. On se retrouve bientôt. Maruru itotato faririr a trahoma parhena.